Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de l'Authentique Podcast. Le podcast qui... J'ai pas la catchphrase, je l'ai pas encore, désolé les gars, j'ai vraiment envie de la mettre, mais je l'ai pas. Donc n'hésitez pas à me balancer des suggestions en commentaire, je reste ouverte à toute proposition pour la catchphrase. Après je pense qu'elle viendra au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, sachez que je vous comprends. It's rough out there. Mais voilà, on va y arriver. Le printemps déjà est en train de se pointer tout doucement. On prend les rayons du soleil qu'on peut prendre. Si vous êtes en région parisienne, force à vous. Et d'ailleurs, en parlant de rough, vous l'aurez deviné par le titre, aujourd'hui on va continuer de parler de l'instabilité. Partie 2. Alors pourquoi une partie 2 ? Parce que en fait, très franchement, j'ai réécouté le podcast. Et j'avais encore plein de choses à dire, le premier podcast. Et j'ai aussi eu des discussions en parallèle. Beaucoup de personnes sont venues me voir en privé. Et ça a déclenché encore plus de discussions intéressantes. Donc là, cette fois, maintenant que le premier épisode est passé avec l'intro et tout, on va pouvoir vraiment se consacrer vraiment au cœur du sujet qui est l'instabilité. Je pense que de toute façon, la durée des épisodes sera variable. Donc installez-vous avec votre tasse de thé, de café, de matcha, de gold milk ou golden milk, comment on appelle ça ? Ou alors allez marcher, enfin voilà, vraiment passons ce moment ensemble, c'est vous qui choisissez le setup. Moi je vous enregistre ça depuis mon canapé, un jour où il a fait un temps magnifique. J'ai failli enregistrer ce podcast au parc, mais j'avais envie d'être encore dans un environnement assez calme pour en tout cas ce sujet. Mais vous inquiétez pas, hein, à tout moment le prochain épisode il est enregistré dans un parc et on entendra le bruit des oiseaux et des gens autour de moi. Allez, bon, on va commencer. Parce que du coup, quand même, on est là pour discuter des choses sérieuses, on va dire. Donc, ce podcast, je l'ai divisé en 3 parties. Une première partie qui va parler de l'instabilité comme outil de maintien d'illusion de la méritocratie. Ça paraît complicado comme ça, mais vous inquiétez pas, I got you. On va expliquer tout ça après. En deuxième partie, ça va être un questionnement. Est-ce que l'instabilité devrait ou n'est-elle pas juste naturelle en fait ? Nous allons le voir. Et en troisième partie, on va passer à la partie un peu fun, c'est qu'est-ce que l'instabilité m'a apporté ? Voilà, comme ça vous avez le plan. Voilà, un commentaire composé les gars, hein, on change pas une équipe qui gagne. Et bien sûr, vous allez retrouver le chapitrage en barre d'infos. Alors, c'est parti. Du coup, on va commencer par définir un petit peu la méritocratie, parce que c'est un mot qui peut peut-être un peu faire peur. Je vous mets la définition à l'écran. Donc ça vient de méreo, qui vient de gagner, donc en latin, et du grec kratos, qui veut dire pouvoir, en général, dans le sens de domination. Ça parle donc d'une hiérarchie, en fait, au sein de la société, une hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel, comme le dit la définition que vous voyez à l'écran, mais dit de façon plus vulgairement, c'est un outil du capitalisme et du patriarcat. Voilà, on y revient les gars. Hein. Une fois encore, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc si vous voulez, ça implique beaucoup de choses par rapport au bien-être individuel au sein de cette société dans ce contexte méritocratie, quoi. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de discours en mode ah ouais, elle a bien galéré, elle mérite d'avoir son duplex à Miami ou à Paris, ou alors elle mérite de trouver le bon partenaire, ou elle mérite... voilà, comme si la galère apportait une notion de mérite, comme si on ne méritait pas juste d'être heureux et d'avoir ce qui nous fait du bien juste parce qu'on existe, hein, et qu'on survit dans cette société complexe. Et puis il y a aussi, même au-delà de cet aspect un peu plus matériel, il y a aussi ce côté, en tout cas moi, je trouve, très, comment dire, très conditionné en fait, parce que ce mérite, il est totalement influencé par les valeurs de la société dans laquelle on vit. Et donc justement, on arrive à l'instabilité, parce que l'instabilité, pour beaucoup, elle implique un manque de fiabilité. Moi, ça m'est arrivé par moment encore, c'est vrai que je me dis, bon,
ou même il n'y a pas si longtemps, je me considérais pas forcément, ou trop peut-être instable selon d'anciens critères. Et du coup, j'avais peur de ne pas être fiable. Pour moi, la fiabilité, c'est un critère, en tout cas à titre personnel, important. Je veux être sûre de pouvoir euh, m'entourer de personnes fiables. Bon, là aussi, c'est à chacun de mettre sa propre définition, hein, mais c'est vrai que souvent, cette notion d'instabilité peut vraiment connoter un manque de fiabilité. Alors, il y a plusieurs types d'instabilité. Il y a l'instabilité émotionnelle, l'instabilité financière et l'instabilité géographique. Euh, J'avais suivi une formation sur l'argent il y a quelques années et dans cette formation, on nous disait que euh, toute l'instabilité qu'on pouvait expérimenter dans notre vie venait d'une seule instabilité racine qui est l'instabilité émotionnelle, qui du coup entraînait une instabilité financière et potentiellement du coup une instabilité géographique. Euh, à débattre. Donnez-moi vos opinions dans les commentaires parce que moi j'ai quand même expérimenté pas mal de fois dans ma vie où émotionnellement ça allait mais financièrement ça suivait pas pour x et x raisons. On peut avoir une instabilité financière parce que on nous a pas appris à en avoir une en fait. On nous a pas appris à comment bien gérer notre argent de façon stable. Il y a tout un tas de facteurs en fait qui peuvent influencer cette instabilité que je mets un petit peu entre guillemets quand même. Euh, L'instabilité émotionnelle à l'origine de l'instabilité financière et géographique vient souvent avec une notion de, en tout cas toujours à titre personnel, hein, d'expérience personnelle, de culpabilisation. Euh, En mode, même l'instabilité hein, de base, de toute façon, il y a un peu une culpabilisation autour de ça, on y reviendra. Euh, mais le truc, en fait, si vous voulez, c'est que l'instabilité émotionnelle, euh, elle peut, sur, dans pas mal de cas, vraiment paraître comme étant vraiment la moins fiable. Je m'explique, parce que, par exemple, si émotionnellement, il n'y a pas une certaine... déjà, attendez, on s'arrête 2 minutes, pause. Parce que les émotions ne sont pas vraiment là pour être stables. Alors évidemment, il y a des conditions médicales comme le fait d'être bipolaire ou dépressif ou dépressive, des choses comme ça qui impliquent des émotions très fortes, très poussées, mais il y a une raison aussi chimique derrière tout ça. Mais si vous voulez, pour moi, les émotions, ce sont avant tout des messagères, en fait. Et il faut les écouter, voilà, parce que si on ne les écoute pas, elles vont se stocker dans le corps et ça va devenir des maladies, des traumas, et tous les trucs super fun comme ça. Donc, si vous voulez, je trouve ça antinomique de vraiment vouloir calquer une stabilité sur la notion d'émotion. Alors bien sûr, c'est quand même bien d'essayer d'avoir une certaine constante, on va dire, mais pas trop, parce que sinon, c'est plus des émotions, sinon on est juste un sociopathe et on ressent plus rien. Donc ça va pas, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas le deal, on n'a pas signé pour la condition d'être humain pour ne pas ressentir d'émotions, sinon on est juste je sais pas, un objet inanimé, et encore, bon, même ça, on peut débattre des âmes qu'il y a ou non sur les objets, mais ça, ce sera pour un autre podcast. Euh, donc voilà, par rapport à tout ce monde un peu émotionnel, brièvement, c'est... En fait, je trouve ça ingrat de trop... de calquer cette notion d'instabilité sur les émotions. Alors évidemment, moi j'ai eu affaire dans ma vie à des personnes qui manquaient de... C'est pas qu'elles manquaient d'une stabilité émotionnelle, c'est, je sais pas, peut-être un certain ancrage, ou enfin, je sais pas, hein, je suis pas non plus l'oracle d'évangile, hein, comme je vous ai dit. Ce podcast, c'est vraiment un endroit où vous partagez mon paradigme à moi, mon prisme à moi, mes expériences personnelles, pour que vous les recyclez à votre source, quoi, que vous les appropriez. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des personnes dans ma vie euh, qui par manque, enfin, comment dire, euh, en fait, elles n'avaient pas je sais pas comment dire sans me contredire. Enfin, je peux me contredire, j'ai le droit, c'est pas grave. Mais si vous voulez, ça,
la personne, les personnes que j'ai rencontrées avaient beau être stables, on va dire financièrement, géographiquement, il y avait quand même un petit peu, des fois, un manque à gagner au niveau émotionnel. Et du coup, c'était vraiment des personnes au final sur lesquelles je pouvais pas vraiment compter en fait. Parce que un coup c'était feu vert, un coup c'était feu rouge. Et je parle pas qu'au niveau sentimental, romantique, hein, je parle vraiment même des fois au niveau relationnel, de façon générale, amicale et tout ça. Et c'est vrai que ça peut être un peu fatigant, on va pas se mentir, de relationner avec des personnes dans ce contexte-là. Ceci étant dit, euh, c'est, comment dire, faut pas non plus le stigmatiser comme en mode faire des raccourcis. Voilà, c'est-à-dire qu'instabilité émotionnelle égale manque de fiabilité. Pas forcément, ça c'est à chacun de l'établir, d'accord. Mais en tout cas, de là, pour revenir au propos du début, c'est pas parce qu'il y a un manque de stabilité émotionnelle qu'il y a un manque de stabilité financière. Moi vraiment, je vous le dis, hein, j'ai rencontré des personnes qui étaient complètement stable financièrement, complètement stable géographiquement, alors émotionnellement, c'était la roue libre, quoi. Vraiment la roue libre. Euh, donc pour moi, euh, ces instabilités-là ne sont pas vraiment corrélées. Corrélées, ouh, intéressant comme lapsus. Elles sont pas vraiment corrélées, voilà. C'est ça que je voulais dire, en fait, que je voulais vous faire comprendre. Et donc pour parler du coup de l'instabilité financière, c'est plus facile de calquer, à mon sens. En tout cas, j'ai plus reçu comment dire, des critiques ou des retours sur mon instabilité financière, qui a été et est encore relativement là, en fait. Parce que du coup, c'est quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent ou n'a pas un revenu fixe suffisamment conséquent, ça peut être difficile de prévoir et de planifier en fait certaines choses. C'est-à-dire que moi je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas planifiées ou que voilà, j'ai même pas essayé de le prévoir parce que je pouvais pas savoir si dans tel et tel X temps j'allais avoir les fonds pour ça. Même en essayant d'anticiper, en mettant de côté, je pouvais pas le garantir. Il y a des fois où le contexte vraiment ne permet pas ça. Et du coup, effectivement, là il y a une sorte d'instabilité parce que il n'y a pas une sorte de vision à moyen long terme qui peut se mettre en place. Mais là aussi, est-ce que c'est vraiment un critère d'instabilité? Je vous le demande. Participez dans les commentaires. Donc voilà, si vous voulez, l'instabilité financière, c'est vraiment... c'est tout un truc qui limite mériterait son propre podcast, son propre épisode, mais bon, on va pas non plus passer toute l'année sur l'instabilité, n'est-ce pas? Mais l'instabilité financière, c'est un peu surtout dans notre économie en ce moment, dans notre société, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Mais, une fois encore, ça fait pas tout. Parce que moi, on m'a souvent voilà, mis en face de cette instabilité financière, mais émotionnellement, j'étais au rendez-vous. Enfin, j'étais là, quoi. Je veux dire, moi, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie récemment, en fait, c'était pour un seul et même objectif, en fait. Donc, enfin bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais voilà, si vous voulez, l'instabilité financière, pour moi, en tout cas, comment dire, la santé ou non de nos finances tombe dans l'instabilité dans la mesure où, vu qu'il y a un manque d'apport financier, ça peut être difficile voilà, de prévoir, de planifier, d'anticiper, même de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Donc voilà, ça vient avec effectivement ce manque de clarté peut-être sur un avenir. Voilà. Alors on reviendra, je pense, sur l'argent. Je pense vraiment que l'argent, ça peut être un sujet de podcast très intéressant. But moving on, du coup, on arrive à l'instabilité géographique. Celle-là, il fallait que j'en parle. Parce que, à titre personnel, voilà, ça a été aussi un autre truc qu'on m'a un petit peu... alors, j'irai pas jusqu'à dire reproché, mais vu que j'ai pas mal bougé ces 10 dernières années, et même dans ma vie, hein, c'est-à-dire que mes parents ont divorcé, donc se sont séparés quand j'avais 12 ans, ils ont divorcé quand j'en avais 18 ou 19. On y reviendra plus tard. Et donc, si vous voulez, à partir de là, on a déménagé avec ma mère tous les 3 ans dans la même ville. Mais du coup, c'est vrai que voilà, tous les 3 ans, bah, boum, fallait qu'on refaisait les cartons et tout ça. Et c'est vrai que c'est un petit peu un truc inconsciemment qui s'est inscrit en moi et que j'ai gardé en fait et que j'essaye un petit peu
d'aller un peu à l'encontre parce que j'aimerais bien arriver à rester plus de 3 ans dans un même endroit. Alors j'ai pas encore réussi, mais c'est un peu le projet. Et donc du coup, après ça a continué quand je suis arrivée aux études supérieures. Donc en 2014, je suis partie en Erasmus en Suède, je suis restée 6 mois. Après, j'ai bougé à Londres pendant quelques temps entre ma licence et mon master. Ensuite, une fois que j'ai fini mon master, donc un master de 2 ans, hein, donc j'étais revenue, voilà, on retrouve les 3 ans. J'ai fait donc ensuite tout mon passage en Irlande, qui a duré 3 ans et demi, presque 4. Là aussi, je pense que je vous ferai un podcast aussi sur chacune de mes expériences en fait dans les pays. Et si vous avez des questions à ce sujet, on se captera. Vous pourrez me les laisser en commentaire ou par email. Et puis j'y répondrai. On pourrait peut-être faire une petite FAQ aussi par rapport à ça. Alors j'en ai déjà un peu parlé dans mes vidéos YouTube précédemment, mais il y a tellement de choses à dire quoi. Donc si vous voulez, après l'Irlande, je suis revenue en France pendant un an et demi. Même là en France, j'ai bougé parce que j'ai fait Toulouse, après j'ai fait Marseille, ça s'est pas du tout bien passé. Ensuite, je suis allée en Suède une première fois pendant 10 jours en décembre 2021. Ouais, c'est ça. Et là aussi, ça s'était pas bien passé du tout. Donc, je suis revenue en urgence en France. Et là, je suis restée 4 mois sur le canapé d'une amie. Et après, je suis partie en Suède où je suis restée 10 mois à peu près. Ensuite, je suis revenue en France. J'ai été hébergée par mon père parce que j'avais aucun pied à terre et j'avais pas d'économie. Et même mentalement, émotionnellement, j'étais pas du tout en état de, de faire quoi que ce soit d'autre à part vraiment crash chez les parents, peu importe le prix. Et donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, c'était pas évident de pinpoint en fait où je serais et quand, si j'allais pouvoir être là ou pas, outre voilà l'instabilité financière dont j'ai parlé précédemment. Donc il peut y avoir cette notion un peu d'instabilité géographique, voilà, où on est un peu nomade, tout ça. Ceci étant dit, là encore, il y a pas mal de choses à dire parce que c'était pas, comme je disais dans la partie précédente, pour moi, je le vivais pas vraiment comme de l'instabilité, en fait, c'était de l'exploration. C'est juste qu'au lieu d'explorer de façon théorique, simplement dans ma tête, j'ai tendance à beaucoup explorer dans la matière. Mais parce que mon cerveau va très vite et que du coup, j'ai à peine fini de formuler la pensée que je suis déjà en train de la mettre en action. Donc effectivement, des fois, ça peut aboutir à des choses un peu précipitées, un petit peu bancales, mais l'instabilité, en fait, elle est pas pour moi, vraiment, ce côté géographique, c'est un petit peu dans ce côté action-réaction, peut-être, qu'il faudrait que j'espace. Et c'est là où tout 2023 et 2024, du coup, enfin surtout 2023, rentre en compte parce que c'est vraiment une année qui m'a posé. Là aussi, ça pourrait faire un autre sujet de podcast, mais c'est une année qui a été charnière pour moi, en fait, et comment on dit en français Paramount, qui a été voilà très game changer, enfin voilà, ce genre de vibe, vous voyez. Donc voilà. Est-ce que tout ça, du coup, peut rendre quelqu'un instable et donc pas fiable? Encore une fois, c'est à chacun à le déterminer par rapport à sa propre échelle de valeur. Ceci étant dit, moi, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à entretenir des amitiés avec des personnes qui vivent à l'étranger. Je suis présente. Après, je réponds très rapidement aux textos et tout ça. Ça, c'est ma lune en Gémeaux, dirait ma pote Charlotte. Donc, je suis toujours joignable. Peu importe voilà, où je suis et ce qui m'arrive. Donc, voilà, il y a aussi ça aussi. C'est que dans la notion de fiabilité, c'est aussi... est-ce que tu es joignable? Est-ce que tu es disponible? Donc l'instabilité ne veut pas forcément dire indisponibilité. Mic drop, voilà. Et donc du coup, on arrive à un truc que j'ai trouvé vraiment d'autant plus intéressant dans ce contexte de méritocratie parce que du coup, on associe souvent l'instabilité au manque de sécurité. Moi, je l'ai beaucoup associé à ça. Et alors pourquoi c'est lié à la méritocratie, selon moi? Parce que, vu qu'on n'arrive pas à se sécuriser, je pense que, enfin, je veux dire il y a une notion un petit peu de mérite, de dialogue intérieur toxique en fait qui se met en place en mode, j'arrive pas à me sécuriser,
par moi-même, en fait, malgré mes efforts et tout ça. Donc, peut-être que je mérite pas, voilà, d'avoir la sécurité d'une forme de stabilité telle qu'elle soit, en fait. C'est vraiment à chacun de la définir. On y reviendra. Et surtout, en fait, cette méritocratie, pour moi, surtout dans nos sociétés, elle est tellement liée, en fait, au matériel, quoi. En fait, vraiment. Et donc, du coup, vu que au niveau matériel, j'avais pas beaucoup de possessions, quoi. Je veux dire, je suis pas propriétaire, j'ai pas de voiture, je conduis pas. J'ai mis du temps à vraiment acheter mes propres meubles, hein. Vu que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, bah, je prenais des meublés. Et là, il y a que là, cette année, quand j'ai emménagé en France, que ça a pu se faire. Donc c'était trop drôle parce que du coup j'ai expérimenté 10 ans plus tard ce que certaines personnes avaient expérimenté déjà depuis longtemps. Voilà, acheter sa bibliothèque Kallax Ikea, recycler un petit meuble en rotin de la famille et le peindre en verre argile à la bombe. Voilà, c'est ce genre de trucs là en fait que moi j'avais jamais vraiment eu à vivre. Et c'est vrai que en ajoutant à ça, ben, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de... euh, ouais, ces finances un petit peu bancales, et ben ça a quand même beaucoup créé d'insécurité chez moi. Mais après, ça ne veut pas forcément dire que c'est directement lié à cette notion d'instabilité, en fait. Si vous voulez, dans ce contexte capitalisme, si tu possèdes pas, t'es considéré comme pas stable. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, c'est des raccourcis, voilà, qui sont ce qu'ils sont. Euh, et qui sont contestables. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on en parle. Euh, Et en même temps, paradoxalement, je révoque pas totalement la notion parce que c'est vrai que moi, depuis que je me suis posée dans mon appart et une fois que j'ai pu vider tous mes cartons, ben, je me suis quand même sentie vachement mieux, quoi. Euh, Après, ça reste à mon échelle personnelle, c'est que j'ai tellement été nomade, j'ai tellement... Puis même ces dernières années, honnêtement, j'ai vécu dans 2 valises et un sac à dos, quoi. Donc forcément, avec mon vécu, pouvoir sortir tous mes livres qui sont ma vie, qui étaient emballés dans des cartons depuis des années, hein, forcément, ça fait du bien. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'on peut croire de prime abord. Moi, ce qui m'a insécurisée au final, je m'en suis rendu compte plus tard, hein, sur le coup je m'en rendais pas compte du tout, mais ce qui m'a insécurisée c'était plus que euh, je forçais en fait dans ma façon de vouloir manifester, matérialiser ma vision. Je forçais, je m'écoutais pas assez, donc forcément ça a créé un effet domino et tout s'est cassé la gueule. Euh, mais voilà, ça voulait pas forcément dire que c'était en lien avec une instabilité classique, on va dire, ou typique. Dites-moi d'ailleurs, je serais intéressée. Pour vous, l'instabilité, c'est quoi, en fait? Comment vous la définiriez, en fait, l'instabilité? Parce que moi, pendant longtemps, parce qu'on me caractérisait d'instable, bah, je me suis pensée instable. Voilà. Et il y a quelque temps, je me suis réveillée, je me suis dit, bah non, c'est juste que je fais pas les choses comme la norme, entre guillemets. Mais ça veut pas dire qu'il y a une instabilité. Alors, même moi, hein, je l'ai beaucoup dit. Hein. Je disais beaucoup autour de moi, ouais, je suis pas stable, faut que je me stabilise. Patin couffin. Mais au final, je me suis réveillée vraiment ces derniers temps et je me suis dit, mais non, en fait, c'était pas ça. C'était vraiment le cœur du truc. C'était juste que j'ai entrepris quelque chose qui m'a demandé des ressources que j'avais pas. Des ressources intérieures hein, et extérieures aussi. Euh, et pour moi, ça, c'est pas ça l'instabilité. Pas que, en tout cas. Euh, pour moi, l'instabilité, en fait, c'est un petit peu le revers de la médaille des attentes des gens. Mais quand on regarde bien à titre personnel, chacun, à titre individuel, il y a toujours un fil rouge. Et du coup, s'il y a toujours un fil rouge, est-ce qu'on est vraiment dans de l'instabilité? Je questionne. Parce que si vous voulez, le problème en fait avec l'instabilité dans notre société, et en quoi pour moi elle maintient un peu cette illusion de méritocratie, c'est qu'en fait elle vient souvent d'un jugement extérieur, comme je disais. Enfin moi en tout cas, je l'ai souvent vécu, enfin ça allait de pair avec un rejet en fait quasi immédiat
souvent de la part de personnes neurotypiques. Donc là aussi, je vous mets la définition. Une personne neurotypique, je vous la mets à l'écran. En gros, c'est une personne qui, de façon chimique, dans son cerveau, ne fonctionne pas pareil, quoi. Ça, c'est une condition neurologique particulière. Donc tout ce qui est les troubles 10, TDAH ou TDA. Et donc moi, même si ça reste encore à officialiser au niveau diagnostic, moi je suis vraiment pas mal dans le TDAH, quoi, au niveau des symptômes, entre guillemets. Alors parenthèse, on va appeler ça un TADA. Ok, avec ma pote, on appelle ça un tada. Je trouve ça beaucoup plus drôle. On dirait que c'est comme un super pouvoir en mode tada. Et après, j'ai fait de la dyslexie quand j'étais gamine. Je fais encore un peu de dyscalculie. Donc si vous voulez, voilà, c'est il faut vraiment prendre ça en compte parce qu'en fait, les neurotypiques et les neurodivergents, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils vivent pas selon le même paradigme, en fait. C'est une façon d'expérimenter la vie qui est différente. Et on peut pas placer des attentes de neurotypiques sur une personne neurodivergente, en fait. C'est pas cohérent. C'est comme attendre d'un cheval qui se comporte comme un félin. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, si vous voulez, cette notion d'instabilité, moi je l'ai vraiment vraiment vécue comme, comme une honte en fait. J'avais honte d'être instable, d'être perçue comme instable par une audience extérieure et je le vivais un peu comme un rejet, quoi. Il y a quelque chose d'un peu... ouais, il y a quelque chose du rejet parce qu'en fait je pense que quelque part euh, on vient un petit peu titiller ce besoin très humain de sécurité. C'est pour ça que j'en ai parlé pendant aussi longtemps tout à l'heure, c'est que vraiment ce besoin de sécurité, euh, il est à notre essence. Hein. Je veux dire, quand on regarde l'histoire de l'homme, la sécurité, c'est la base, le sentiment de sécurité. Et donc, si vous voulez, ça fait un peu peur aux gens, en fait, par rapport à leur capacité de maintenir cette sécurité, mais aussi à leur capacité de liberté. Parce que les personnes, qu'elles aient un TADA ou pas, ou alors quelqu'un comme moi qui va pas mal bouger, explorer en fait dans la matière les choix et les options, et pas juste, tu vois, comme dans un jeu vidéo où tu vas faire croix, triangle et tu vas ouvrir une porte qui va te mener à un autre truc. Ou alors tu vas faire rond carré, ça va être encore une autre porte. C'est pas aussi binaire que ça, déjà. Mais si vous voulez, c'est vrai que je pense que les personnes comme moi, ou comme vous, hein, dans ceux qui écoutent, on questionne et on fait un peu peur, je pense, aux gens qui vivent dans une certaine norme, une certaine sécurité, un certain confort bien établi, parce que du coup, je pense que quelque part, ça fait aussi un peu envie, quoi. Moi, je sais que y a pas mal de gens qui même si voilà, ils voyaient que je galérais, il y avait quand même une certaine admiration en fait de ce que je mettais en place. Et heureusement qu'il y avait ces personnes-là qui m'en parlaient, qui n'avaient pas peur d'admettre ça, parce que ça m'a aidé un petit peu à combattre cette honte que j'ai pu avoir de ne pas avoir manifesté une stabilité classique, quoi. Bon, on est ensemble, hein, je fais ma pause hydratation. Donc là, on va passer du coup à la deuxième partie, qui est que du coup l'instabilité ne devrait-elle pas être naturelle? Est-ce qu'elle ne l'est pas, en fait, tout simplement? Parce que, comme on disait, cette stabilité attendue, dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment basé sur une structure, en fait, d'un temps linéaire, alors que quand on regarde vraiment de près ou suffisamment de loin, tout est cyclique. La nature est cyclique, l'évolution est cyclique, ça tourne et ça revient. La vision du temps et des choses de façon linéaire, ça c'est vraiment, d'une part c'est très récent, et c'est encore un outil pour moi, hein, je suis désolée, je me répète, mais c'est un outil dans notre société capitaliste et patriarcale.
Parce que quand on va dans d'autres sociétés, quand on va par exemple dans les peuples premiers, les peuples racines, ils voient pas le temps de façon linéaire, ils le voient de façon cyclique. Quasiment tout le temps. Je les connais pas tous, hein, mais du peu que j'en sais, ça reste une vision du temps cyclique. Et surtout, alors c'est des personnes, des peuples qui sont plus ou moins nomades. euh, mais le problème en fait avec la vision linéaire du temps, c'est que ça force à une sorte, je trouve, hein, de comparaison avec un état antécédent. Ce qu'on n'a pas forcément dans une vision cyclique. Dans une vision linéaire, c'est vraiment... je trouve ça vraiment violent en fait, parce que par exemple, moi pendant longtemps, je me suis dit, bah voilà, moi quand j'étais en Irlande, voilà, j'avais cette stabilité, j'avais un taf qui payait bien, j'avais ma petite maison à Dublin que j'adorais, et à partir du moment où j'en suis partie, j'avais mes habitudes, j'avais mes pubs, tout ça. Et à partir du moment où j'en suis partie, ma vie a été très compliquée, j'ai été moins stable géographiquement, j'ai été moins stable financièrement. Il y avait moins de constante, on va dire, dans ces domaines-là. Euh, alors que j'en avais besoin. Si vous voulez, il y a ça aussi, c'est que si vous voulez, des fois on peut ne pas être stable, mais des fois on n'en aura pas besoin. Voilà, ça sera comme ça. Mais moi, c'était quand même, je cherchais une sorte de sécurité malgré tout, hein. Et tout ce que j'avais mis en place, c'était pour créer cette sécurité-là, que je pensais devoir se faire, entre guillemets, en Suède. Pour des raisons, pareil, je reviendrai plus tard, parce que sinon on est vraiment là pendant 4 heures. Et donc, voilà, du coup, même moi, en fait, hein, dans ma tête, j'ai pas pu m'empêcher de comparer mes situations de galère de ces dernières années au moment de bliss et de happiness que j'avais pu avoir en Irlande. Et bah, il se trouve que c'était lié à un moment de ma vie où j'étais bah, le plus stable de façon générale sur tous les domaines presque. Mais au final, on reste des personnes, des créatures de la nature, et la nature n'est pas linéaire, ok? La nature, elle est cyclique. Donc, vu que nous, on fait partie de la nature, à la base, on l'oublie, hein, et c'est pas facile de toujours être en connexion avec ça. Je trouve ça barbare, en fait, d'attendre une constante mécanique euh, de la part d'un individu, en fait. Je trouve ça vraiment barbare parce que c'est pas réaliste en fait, c'est des attentes totalement mal placées et qu'on peut avoir à la limite. Voilà, on attend de notre téléphone qui fonctionne tout le temps, de notre ordi qui fonctionne tout le temps, euh, et basta, ça à la limite pourquoi pas. Mais de la part d'un être humain, non. Je veux dire, on a tous des ups and downs, on a tous des challenges. On n'est pas censé être stable tout le temps, et j'y reviens, hein, ce que je disais dans l'autre épisode. Euh, à 20 ans, c'est ok si on n'a pas toutes les stabilités on point, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une décennie d'exploration, quoi. Et même si plus tard dans ta vie, t'as à nouveau une instabilité dans tel et tel domaine, bah, c'est comme ça, quoi. Donc, et d'ailleurs, un truc que je voudrais préciser, c'est que c'est pas parce que quelque chose est cyclique, c'est pas parce que la nature est cyclique et que les choses évoluent de façon cyclique que forcément tout se répète. Ok. Cyclique veut pas forcément dire répétition. Alors peut-être que certains scientifiques seraient pas d'accord avec moi, mais en fait quand je parle de temps cyclique, c'est plus une sorte de spirale en fait, c'est-à-dire que elle continue d'avancer. C'est pas quelque chose qui tourne en boucle sur soi-même. Enfin en tout cas moi c'est pas comme ça que je le vois personnellement. Euh, Parce que si c'était le cas, il y aurait pas de croissance, je pense. Parce que si on prend par exemple un arbre, alors oui, son cycle se répète, mais c'est jamais de la même manière. Il va y avoir un cycle où il va pas réussir à pousser au-delà de trois quatre feuilles, euh, un cycle où il va pas réussir à bourgeonner. Enfin, bon, il n'y a pas de métaphore absolue dans la vie, hein, vous m'excuserez, c'est peut-être pas la meilleure que je vous sors, mais si vous voulez, pour moi, en fait, cette notion d'instabilité, elle peut être liée à une notion de croissance, ok? Parce que euh, si on était tout le temps... comment dire? Ouais, du coup, la métaphore de l'arbre, en fait, ça marche pas. Parce qu'un arbre, il est toujours au même endroit et il pousse sur le même spot. Ce qui n'est pas le cas des êtres humains. Si on devait être enraciné et ne pas bouger, eh ben, on serait des arbres. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que il faut un petit peu un élément
d'électrons libres, il faut un petit peu d'imprévu, il faut un petit peu d'inconnu en fait. Et effectivement, tout ça, ça peut être inclus dans de l'instabilité. Pour moi, en fait, ce petit facteur d'instabilité, d'inconnu, de tout ça, bah, ça fait partie de l'évolution d'une personne. Et dans le fond, on le sait tous. C'est pas nouveau, c'est juste qu'on l'oublie facilement parce que bah, on vit dans une société qui veut qu'on soit absolument prévisible, tout le temps, H24, jusqu'à la fin de nos vies, quoi. Sauf que c'est pas, une fois encore, c'est pas réaliste. Euh, si on voit par exemple les étapes de l'adolescence, enfin, l'adolescence, c'est pas du tout stable, mais parce que pour le coup, à l'intérieur, chimiquement, c'est Bagdad, le Koweït, tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est le gros bordel. Donc forcément, ça part dans tous les sens. Mais c'est pas grave. C'est une phase, enfin, c'est le but de l'adolescence. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à l'adolescence. C'est bien, parce que vraiment, s'il y a bien une période où, entre guillemets, c'est ok, c'est perçu comme étant ok d'être instable, c'est l'adolescence. Et encore, pas dans toutes les familles et pas dans tous les pays. Mais globalement, l'adolescence, c'est pas le moment où on est le plus stable, hein, mais même pas que nous, les êtres humains. Si on regarde les animaux, si on regarde les chiens, regardez par exemple, j'ai une amie qui a pris un chien récemment, il est en pleine phase d'adolescence, c'est un petit con pas stable, on l'adore, mais il y a des fois, t'es là, mais il y a des baffes qui se perdent, comme on dit. Donc si vous voulez, c'est cette peur de l'adolescence. En général, l'instabilité est un tout petit peu plus tolérée, euh, parce qu'on sait que c'est le moment où c'est le bordel. Mais du coup, c'est parce que c'est le bordel et un peu le chaos qu'il y a une phase d'apprentissage qui se fait, et donc une croissance, en fait, tout simplement. Donc voilà, à un moment donné, faut arrêter de se leurrer, quoi. Pour moi, l'instabilité, bien sûr, il faut qu'il y ait, je pense, des périodes comment dire, alternatives, mais c'est pas une fatalité, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a pas longtemps, en fait. Que l'instabilité n'était pas une fatalité, que c'était pas une honte, un critère de, de, d'estime de soi, en fait. Moi, vraiment, il y a beaucoup de... Pendant de longues années, vraiment, mon estime de moi, elle a été un petit peu torpillée vers le bas parce que, justement, je me baladais partout avec cette étiquette de l'instabilité, cette croyance d'instabilité. Euh, alors oui, il y a eu des moments où mes proches ont vu que ça a été dur, que c'était galère. Mais ce qui rendait tout galère pour moi, c'était en fait, maintenant que j'en parle, c'était pas l'instabilité, c'était juste que voilà, il y avait un déséquilibre. Bon, du coup, peut-être instabilité entre bah, ce que je voulais mettre en place et comment je m'y prenais en fait. C'était pas, voilà, c'est ça, c'est pas un déséquilibre, c'est juste que c'était pas euh, euh, adapté. Enfin, il y avait un petit manque d'adaptation ou de quelque chose de cet ordre-là. Euh, et du coup, bah, forcément, ça a pu être. Comment dire. Et du coup, tout a été mis sur le dos de l'instabilité, en fait. Parce que c'était plus facile, je pense. C'était ce qui était le plus apparent. Mais ce qui a rendu toutes ces années galère pour moi, quand je regarde bien maintenant, avec la distance, hein, c'était pas l'instabilité. Mais quand j'étais au milieu de tout ce chaos, et que tout le monde me disait ouais, c'est parce que t'es pas stable, bah, je l'ai cru, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que comment dire, que je peux faire ce podcast maintenant et pas il y a quelques temps, parce qu'il y a quelques temps, j'avais un peu perdu ma propre vision des choses, en fait, ma propre, pas surtout, hein, mais voilà, il y avait un peu une influence extérieure, et j'avais un peu perdu, je pense, ouais, cette connexion à moi, d'avoir foi en moi, d'avoir foi en mes choix, en ce que je mets en place et pourquoi, et que c'était légitime en fait, et que c'est pas, je trouve ça assez hypocrite au final quand on y pense de réduire, euh, de calquer cette étiquette d'instabilité en fait sur les gens. Euh, Déjà parce qu'on est tous instables à un niveau, quel qu'il soit. Et ensuite parce que comme je l'ai dit, c'est oublier que les personnes avec lesquelles on interagit sont humaines à la base.
Et que du coup, bah, forcément, la stabilité, elle n'est pas tout le temps au rendez-vous et c'est pas non plus une fin en soi. C'est ça aussi. C'est que c'est pas une fin en soi. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, je fais une petite pause boisson et on va passer à la partie 3, qui est, je pense, une partie que vous devez attendre, c'est qu'est-ce que l'instabilité m'a apporté. Et du coup, je pose la question, qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous? Ou qu'est-ce que, comment dire, qu'est-ce que les périodes de chaos vous ont rapporté, quoi? Euh, Parce que bah, toutes ces périodes de chaos, de breakdown, ça vient, enfin, comment dire, l'aboutissement de tout ça, en général, c'est une connaissance personnelle accrue, en fait. Moi, avec tous les choix que j'ai faits, voilà, de bouger seule en Irlande, de bouger seule en Suède, souvent à l'improviste, avec pas beaucoup de sous, sans partenaire et tout ça. J'ai fait beaucoup de choses seule aussi. Par seule, j'entends pas en couple, parce que j'avais les amis et la famille, mais j'étais la seule sur le terrain. Je pouvais pas partager la charge mentale. En fait, vraiment, c'était que moi avec moi-même. Et, et si vous voulez, je pense que ça a participé aussi au fait que bah, cette instabilité, hein, vous me voyez pas, mais je mets des guillemets, bah, elle m'a apporté énormément de choses, une croissance vraiment incroyable et une connaissance de moi. Euh, Bah, hyper poussée et que bah, certaines personnes qui ont jamais quitté leur confort n'ont pas forcément en fait. Et pareil, là aussi, là je juge pas, je pointe pas du doigt, c'est juste que c'est limite mathématique en fait. Euh, et justement, bah, en parlant de mathématiques, bah, moi l'équation que j'avais en Irlande, bah, c'était presque ça, mais c'était pas tout à fait ça que je cherchais, donc je me suis dit, bah, je vais essayer de level up en fait, passer un niveau au-dessus. Euh, et je pense que en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est juste que ça m'a pris 3 ans et ça s'est pas passé comme j'avais prévu. Mais ça s'est produit quand même. Euh, et le truc, c'est que si j'avais pas eu cette espèce de nomadisme un petit peu, je pense que vraiment, personnellement, je serais passée à côté bah, de beaucoup de self-knowledge, en fait, de beaucoup de connaissances, comment dire, de points de vue, de compréhension, en fait. Et au final, c'est vraiment des clés. C'est des clés pour relationner avec soi, relationner avec le monde extérieur, les gens. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de downsides, hein, bien sûr, mais euh, je trouve qu'une connaissance personnelle, c'est quand même hyper précieux. Euh, une fois encore plus de nos jours, où vraiment les médias essayent de nous transformer tous en clones dans nos façons de penser. Et alors quand je dis médias, bah, j'entends essentiellement la télé, les infos, tout ça. Heureusement, il y a quand même encore un peu YouTube et certains podcasts voilà, qui arrivent à sortir un peu. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler des médias aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc si vous voulez, moi, ce que l'instabilité m'a apporté, c'est aussi mieux comprendre de quelle stabilité j'avais besoin, à quels critères elle répondait selon mes besoins. Et du coup, bah, comment dire, ça m'a permis d'avoir un point de comparaison concret. Euh, Parce que même s'il y avait eu une instabilité par le passé, parce que voilà, j'ai bougé tous les 3 ans dans un contexte familial, plus des parents divorcés, on sait que c'est toujours la merde. Bah, du coup, de l'avoir expérimenté seule, moi, avec ma vie, mes propres choix, sans subir ceux des autres, bah, c'est là que j'ai pu arriver à clarifier et à comprendre ce que la stabilité était pour moi, comment j'avais besoin qu'elle se manifeste. Et, euh, et voilà. Et du coup, de prendre des choix en conséquence de ça. Et ça, c'est hyper important et utile, surtout, euh, bah, qu'on entre dans une phase plus adulte de sa vie, peu importe à quel moment c'est, parce que bah, ça permet de mettre certaines choses en place qu'on n'aurait pas pu avant, que je n'aurais pas pu mettre en place avant. Donc voilà, l'instabilité, c'est pas une tare. Déjà, est-ce que c'est vraiment l'instabilité? Est-ce que l'instabilité existe vraiment, en fait, au final? Je questionne. Et surtout, l'instabilité n'est pas forcément quelque chose de négatif.
automatiquement. Si on le vit de façon négative, c'est une chose. Mais l'instabilité en tant que telle, c'est juste un fait, c'est ce qu'on va projeter dessus qui va la rendre confortable ou inconfortable. Il y a encore, quand on revient au peuple racine, il y en a plein qui sont nomades, et pour eux, c'est leur stabilité. Et ils s'épanouissent en tant que peuple comme ça, et ça va très bien. Donc si vous voulez, c'est vraiment cette recherche, cette quête de la stabilité à tout prix, pour moi, elle est hyper conditionnée par la société dans laquelle on vit. Et j'ai vraiment fait la paix, à titre personnel, avec le fait que je répondais pas à cette définition, enfin la définition classique de la stabilité, mais qu'au final, j'ai trouvé mon compte. Et que si pendant 3 ans, j'ai pas été la plus stable, c'est plus qu'en fait, j'avais aussi des choses à vivre, un assainissement à faire à l'échelle de ma vie entière, à l'échelle de mes relations, à l'échelle de mes systèmes de pensée, pour devenir, ça va sonner très cliché, mais pour devenir la personne que j'avais besoin de devenir, pour mettre en place ce qu'il fallait, ce qui était juste, pour manifester la vision que j'ai pour moi, en fait. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ces dernières années, parce que moi, vraiment, dans ma tête, tout se passe vite, il faut que ça se manifeste vite. Et ça venait aussi d'une part d'un manque de sécurité intérieure aussi, parce que, et comme on dit en anglais, de scarcity mindset, c'est-à-dire que je me suis dit, plus vite ça se produit, plus vite je l'ai, et mieux c'est, comme ça, d'une part, je vais profiter plus vite, donc je vais kiffer plus longtemps. Et aussi d'autre part parce que si un jour on est amené à me l'enlever, ce sera moins grave parce que je l'aurai eu. Voilà, c'était ça mon schéma de pensée de base avant. Donc vous doutez bien que forcément ça pouvait pas être pérenne comme système de pensée. Et donc je pense que tout simplement, j'en avais pas conscience à l'époque, mais je me suis mise, j'ai fait 3 ans de bootcamp intense, qui m'ont amené à un épuisement généralisé assez poussé, qui du coup m'a forcé à m'arrêter, qui m'a forcé à ralentir, et à prendre le temps de vraiment, vraiment m'écouter et de ne pas avoir honte de certains de mes besoins, et d'y répondre en fait, et que c'était légitime. Donc je vous transmets ce message à vous aussi. Et ça, c'est hyper important. Et je me rends compte maintenant que tout ce que je voulais manifester, ça aurait pas pu se manifester parce que y avait encore plein de choses qui faisaient un petit peu obstacle à ça. Et ces 3 dernières années, en fait, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai pété des obstacles, j'ai pété des fondations. Et là, je suis en train de reconstruire sur des bases plus saines. Donc voilà, c'est pas... cette instabilité, entre guillemets, c'est ça qu'elle m'a apporté, en fait. Des fois, il faut que les choses soient instables, il faut que les choses soient pas gravées dans la roche, il faut que ça passe par cette phase de flou artistique, pour laisser les choses un petit peu se décanter, se défaire d'elles-mêmes, mourir aussi. Et voilà, enfin moi vraiment, ces 3 dernières années, a posteriori, une fois encore, quand j'avais le nez dedans, vraiment j'étais là, mais putain, Adélie, vraiment t'as merdé, t'aurais jamais dû partir de l'Irlande, depuis que t'en es partie c'est la merde, t'as jamais été aussi heureuse que quand t'étais en Irlande. Alors oui, ça c'est vrai. Mais si vous voulez, je me culpabilisais énormément d'être partie de l'Irlande, d'avoir quitté un petit peu ce cocon confortable et tout ça. Parce que je voyais pas où ça m'amenait en fait. Pour moi, je l'avais quitté juste pour aller dans la galère, quoi. Et là, maintenant que je suis ressortie de tout ça, j'arrive vraiment à voir et à comprendre l'enjeu, en fait. Les enjeux qui étaient présents au sein de tout ça. Et je suis beaucoup plus sereine maintenant par rapport à comment je mets les choses en place, et à la temporalité que ça va prendre, en fait. Et de partir de plus petit, plus lent, et du coup pour grandir plus haut et plus loin. Voilà. Oh, c'était beau ça comme phrase. Dis donc, on finit avec un petit peu de poésie. Du coup, je pense qu'on va finir là-dessus. Voilà, je vous avais dit que là, on serait sur... Je parle le temps que je parle. Voilà. Donc des fois, il y aura des podcasts de 20 minutes, des fois, il y aura des podcasts de 4 heures, et entre-temps, d'1 heure, 1 heure et demie. On verra. Franchement,
on s'en bat les couilles un peu, hein, du moment que ce qui est dit est dit. Combien de temps ça dure, franchement, on s'en fout. L'algorithme, il peut vraiment rentrer chez sa mère, quoi, parce que moi, c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu que j'ai envie de jouer. Alors, oui, partagez ce podcast s'il vous a plu, likez, enfin, tout ce que vous faites avec les autres influenceurs ou youtubeurs que vous connaissez, oui, vous pouvez bien sûr le faire avec moi, mais si vous voulez, je vais pas faire exprès de faire un podcast de telle et telle durée parce que l'algorithme le favorise, quoi. Non, ça c'est non. Je ne suis pas d'accord. Donc, du coup, pour conclure un petit peu toute cette session-là autour de l'instabilité, je pense que, alors déjà, ce qu'il faut retenir, qui est un peu sous-estimé, c'est qu'il n'y a pas de métaphore absolue. C'est-à-dire que des fois, ça va être pertinent d'être comparé à un arbre, sauf que des fois, ce sera peut-être plus convenable d'être comparé à la Lune. Et dans les deux cas, c'est ok. Voilà. Et que, faut aussi... comment dire, je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué un petit peu, de façon générale, que ce soit autour de moi ou des gens autour de moi, quand on se pose, en fait, tu vois, dans la vie, hein, on va de suite nous demander quels sont les nouveaux projets. Mais après, quand on est en burn-out, eh ben, on considère que c'est parce qu'on n'a pas été assez stable. Enfin, l'extérieur considère que c'est parce qu'on n'est pas assez stable. Moi, j'ai eu ça, hein, quand j'ai atteint un certain burn-out, les gens ont directement pensé, enfin beaucoup de gens, des gens dans ma famille essentiellement, oui mais normal, t'as vu, t'étais pas stable, tu bouges tout le temps, tu changeais de taf, machin, forcément c'est fatigant. Alors oui, mais c'était pas que ça en fait. Et en même temps, dès que t'es posé, genre là je suis dans une phase où vraiment je prends le temps de me poser, de me recharger, et on me lâche pas. On me demande tout le temps quels sont tes projets, comment tu vas faire, entre guillemets, pour trouver un taf, tout ça. Alors, I'm working on it. Je suis sur une piste intéressante. Mais du coup, moi, je trouve qu'il y a vraiment cette espèce de prise d'otage un petit peu constante, en mode, quand t'es posé et que tu fais rien de spécial, et on va venir là, comme des vautours, te pressuriser en mode, c'est quoi tes nouveaux projets, qu'est-ce que tu vas faire, machin, bidule. Et après, quand t'es en burn-out, parce que t'essaies de mettre des choses en place et que potentiellement, comme moi, t'as un TADA ou un autre trouble, entre guillemets, de neurodivergent, on considère que c'est parce que t'es pas assez stable. Les gars, mettez-vous d'accord. Alors certes, il y a peut-être des gens qui arrivent à mettre en place des choses de grande envergure de façon plus stable, plus, on va dire... alors, par stable, en fait, vous savez quoi? C'est plus de façon pacée, en fait. Voilà. Et d'autres non, mais on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, arrêtez de nous prendre en otage dans cette dichotomie-là, en fait. Arrêtez, pas content, pas content, pas content. Donc, voilà. Et donc, au final, pour peut-être vous laisser avec quelque chose de concret, un outil concret, peut-être si vous faites face à ce genre de choses-là, c'est essayer de se libérer en fait du stigma instable égale paria de la société, tu vois. Et vraiment penser à soi, penser à se sécuriser, mais selon ses besoins et ses critères, ok. Parce que comme je l'ai dit tout au long de ce podcast, c'est pas pareil pour tout le monde. On n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, ne pas avoir honte de ses besoins et des critères sur comment y répondre. Voilà, pour moi, ce serait ça. Si je vais vous laisser avec un conseil un peu concret, ça serait ça. Essayez de vous libérer, justement, en s'écoutant et en se respectant de ce stigma instable égale paria de la société. Parce que c'est un mythe. Voilà, je mets un point à cette question. Je réponds à cette question, est-ce que l'instabilité est un mythe? Pour moi, oui. Le nomadisme est un fait, l'instabilité est un mythe. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura intéressé, qu'il vous aura apporté, je sais pas, des éléments de réponse, des éléments de réflexion. Moi, j'ai adoré le faire sur ce sujet-là.
Je pense qu'on pourra encore en parler pendant longtemps. Et s'il faut, dans quelques années, si je continue le podcast, on en reparlera et on a encore des nouvelles choses à dire. Et entre-temps, prenez soin de vous. C'est important, voilà, c'est à la base de tout. Je sais que c'est pas évident, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est vraiment du trial and error et c'est ok. On n'est pas des machines. Et même les machines, des fois, elles sont en galère. Donc voilà, prenez soin de vous. Et puis si vous avez des idées de thèmes de podcast, des questions, tout ça, quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers moi, que ce soit en privé via les emails ou en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous lirai, que je prendrai tout ça en compte. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, peu importe le moment où vous m'écoutez. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouvera au prochain épisode. Et à très vite, j'ai hâte.